Madame, Monsieur, bonsoir. Le Maroc vient de franchir la barre d'1 million de contaminés Covid depuis mars 2020. Un chiffre appelé à croître davantage puisque la pandémie est relancée par la contagiosité très forte du nouveau variant Omicron. Le pic de cette vague devrait être atteint dans 2 semaines au Maroc et selon nombre de spécialistes, cette vague devrait dépasser largement celle du variant Delta. Au niveau mondial, les nouvelles en ce début d'année ne sont pas très bonnes. Après Delta et Omicron, pour ne citer que ces 2 variants, voici qu'on parle du Deltacron. D'après des scientifiques chypriotes, des cas de combinaison des 2 variants auraient été découverts dans le pays. Avant que l'on parle du potentiel nouveau variant, le point sur la situation au Maroc aujourd'hui, où Omicron représenterait déjà la majorité des cas détectés. Et pour en débattre, je reçois 2 experts distingués ce soir. Omicron oblige, ce sera en distanciel. Bonsoir, professeur Abdallah Baddo. Merci d'être avec nous. Et j'ai également le plaisir d'accueillir un autre épidémiologiste et spécialiste des maladies infectieuses. Bonsoir, professeur Jafar Haïkal. Toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup. Bonsoir à vous. Professeur Haïkal, Omicron, est-ce qu'on peut parler d'une vague? Parce qu'on lit un peu certaines analyses, n'est-ce pas, qui sont reprises dans les médias nationaux. Est-ce qu'on parle d'une vague ascendante d'Omicron au Maroc? Si oui, ce pic est-il effectivement attendu pour la 3e semaine de janvier selon vous? Oui, tout à fait. Si les tendances se confirment, vous avez vu, donc depuis maintenant 3 semaines consécutives, ça commence à augmenter de façon exponentielle, puisqu'on a franchi la barre des 1000 cas, des 2000, des 4000, des 6000 cas. Vous vous rappelez que le dernier grand pic que nous avons eu, c'était en août dernier, qui était à plus de 11 000 cas que nous avons dans le contexte marocain, et avec l'Omicron qui a une capacité de diffusion et de transmissibilité beaucoup plus importante que Delta, nous devrions également avoir ce pic atteint et dépassé, je pense, dans les 2-3 prochaines semaines, c'est-à-dire d'ici la fin donc, du mois donc, de janvier. Et c'est un phénomène tout à fait naturel, eu égard aux capacités donc, de transmission de l'Omicron, toujours bien sûr en comparaison par rapport au Delta. Donc on risque de suivre un peu la tendance mondiale, hein, comme les chiffres qu'on est en train de suivre, qui sont très inquiétants, hein, de l'autre côté de la Méditerranée en l'occurrence, mais aussi aux États-Unis, un peu partout. Qu'en est-il des hôpitaux, professeur Haïkal? L'évolution dans les prochains jours devrait-elle mettre beaucoup plus de pression sur les services hospitaliers marocains? Écoutez, ça risque de mettre plus sous pression par un effet mécanique. Quand vous avez de plus en plus donc, de cas, eh bien, vous avez un pourcentage, même quand il est faible, qui représente des personnes soit non vaccinées, soit ayant des maladies chroniques, soit âgées, qui vont être plus exposées et qui vont être plus à risque de développer des formes graves. Et ce sont ces personnes que nous devrions voir dans les hôpitaux ou dans les établissements privés, pris en charge par les confrères, que ce soit en soins classiques ou en soins intensifs ou de réanimation. Mais je crois que nous allons suivre et nous suivons la tendance mondiale également en termes de risque par rapport à l'Omicron, c'est-à-dire il y a moins de cas graves, moins d'hospitalisations, moins de décès, comparativement au Delta. Si les hôpitaux seront amenés à accueillir beaucoup de patients, c'est par un effet mécanique du nombre important de sujets qui sont dépistés. Donc ce n'est pas parce que la maladie est plus grave, c'est parce qu'il y a plus de cas qui vont arriver et qui devront être pris en charge par les différents systèmes de santé. Alors, est-ce que vous pensez, justement, puisque vous parlez de suivre la tendance mondiale, est-ce que vous pensez qu'on a atteint une fréquence des tests au Maroc qui soit suffisante et qui représente réellement la situation épidémiologique? En d'autres termes, selon le nombre de tests qui sont effectués, est-ce qu'on peut dire qu'on a une réelle image du nombre de cas Omicron, en l'occurrence, qui sont présents au Maroc?
Alors, c'est une très bonne question. Le nombre de tests nous donne un niveau de prévalence, c'est-à-dire quelle est la présence, quel est le pourcentage de présence donc d'un virus dans une population. Mhm. Néanmoins, effectivement, vous avez parfaitement raison, nous ne testons pas suffisamment. Bien sûr, le Maroc a fait beaucoup d'efforts. On est resté depuis les derniers mois plutôt à 10 000, 12 000, 15 000, 16 000 tests. On a franchi la barre des 20 000, 25 000 tests. Mais au Maroc, nous devrions tester au minimum 50 000 tests par jour et l'idéal, ce serait de 100 000 tests par jour. Je rappelle que la majorité donc, des pays européens sont plutôt autour de 900 000, 1 million de tests par jour. Et je crois que si nous voulons avoir une meilleure image sur le nombre de cas, non pas la prévalence, hein, c'est différent, le nombre brut de cas, eh bien, il faudrait au minimum que nous faisions 50 000 tests par jour et l'idéal serait de faire 100 000 tests par jour. Très bien. Parce que pour certains, il faut supprimer les tests PCR au profit de l'immunité collective. Vous en pensez quoi, professeur Heikel? Écoutez, je pense qu'il ne faut pas supprimer les tests. Je pense que l'immunité, j'allais dire, de groupe ou communautaire, je n'aime pas tellement le terme d'immunité collective parce qu'avec les virus ARN et avec donc les mutations et avec les nouveaux variants, eh bien, c'est quasiment impossible d'atteindre l'immunité collective telle que imaginée au début de cette pandémie. Par contre, on peut atteindre un niveau de protection collective ou communautaire assez élevé. Et pour cela, évidemment, lorsque les virus circulent, ils créent une immunité donc post-infection. La vaccination, elle, aide également à créer une autre immunité, donc grâce à un certain nombre d'anticorps neutralisants. Et l'idéal, évidemment, c'est d'avoir non seulement l'immunité post-vaccinale, post-infectieuse, mais pour cela, c'est important également de dépister le maximum donc, de personnes pour pouvoir les isoler et les traiter. Quand on n'a pas les moyens, évidemment, de gérer toute une population qui est infectée ou en pourcentage élevé, ce qui est important, c'est qu'à chaque fois qu'on peut dépister quelqu'un qui est infectieux pour les autres et qui lui-même risquerait de tomber malade, de le prendre, de l'isoler. Maintenant, l'isolement, 7 jours est presque suffisant. Oui, 7 jours. Alors, vous dites presque suffisant. Parce que le sujet suffisant. pose débat. Parce que pour certains, c'est 5 jours. Pour certains, cela me rappelle d'ailleurs, ironiquement, enfin, je veux dire, ça me rappelle aussi par rapport à cette distanciation, cette distance de sécurité qui diffère d'un pays à un autre, sachant que c'est le même virus auquel nous faisons face. C'est-à-dire, on parlait d'1 mètre, c'est 1,50 m. Aux États-Unis, c'est différent qu'en Europe. Bref, c'est un peu la même chose pour les jours d'isolement. Est-ce que cela diffère d'abord entre le variant Omicron et le variant Delta? Je pose la question à professeur Baddo aussi pour le faire réagir, si vous le permettez, professeur Heikel. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, vous m'entendez? Oui, parfaitement, professeur Baddo. Alors, faut-il attendre 7 jours, 5 jours d'isolement selon... Est-ce que cette période-là change selon le variant? Non, en fait, j'ai bien entendu votre question. On change de période d'isolement juste par rapport à ce qui se passe avec le variant actuel qui est le Omicron. Il est bien clair maintenant que les gens passent beaucoup moins de temps à l'hôpital, contrairement au variant Delta. Hormis le fait que le variant Omicron induit ou cause moins en général d'effets ou de cas graves et de cas d'hospitalisation, même les gens qui partent à l'hôpital, ils passent moins de temps à l'hôpital. Donc, c'est justifié de leur accorder moins de durée, moins de temps à l'hôpital. C'est-à-dire la durée globale qu'ils restent à l'hôpital est moindre. Et c'est pour cela que tous les pays ont pris cette initiative de raccourcir le temps d'isolement qui est passé maintenant au départ de 2 semaines, puis 10 jours, et là, à 1 semaine uniquement. Et quand on parle d'isolement, c'est le temps d'attendre qu'on soit négatif ou juste on s'isole 7 jours sans même effectuer un autre test PCR pour être sûr qu'on n'est plus infecté et passer la période de 7 jours, ça veut dire qu'on n'est plus, qu'on n'est plus contaminant? Normalement, c'est la période après laquelle on n'est plus contaminant. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on peut refaire la PCR et souvent les gens, quand ils refont la PCR, ils se trouvent positifs par rapport à la PCR, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont encore contaminants. Il y a des séquelles du virus, je vais l'appeler entre guillemets, des cadavres du virus
qui va être détecté, c'est juste Mm. de l'ADN qui va être détecté, Mhm. mais ça ne reflète pas Mhm. un virus, c'est-à-dire qui est capable, un virus actif qui est capable d'induire la pathologie en question. Donc cette période est effectivement la période pendant laquelle la personne peut encore être contaminante, et après cette période, en principe, la personne n'est plus contaminante, ça veut dire que la personne est guérie, en principe, elle n'est plus contaminante. C'est pour cela que cette période a été raccourcie dans le cas du Omicron par rapport au cas Delta. Ce qu'il faut dire qu'au Maroc, maintenant, on a encore un mélange des deux. Hein, donc, il faut rester vigilant. Est-ce qu'on a une tendance qui se précise, j'ai envie de dire on parle de 70% des cas qui sont détectés aujourd'hui d'Omicron. Est-ce que vous confirmez cela? Oui, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que lorsqu'on parle d'une proportion de Omicron par rapport à Delta, c'est approximatif. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que l'on teste, c'est est-ce que la personne est positive ou négative. Mais après, on prend quelques échantillons de ce qui est positif pour aller le séquencer. Donc, en fait, on prend juste un échantillon pour faire une extrapolation par la suite. Donc, bien évidemment, ça reste approximatif. Ce que l'on sait aujourd'hui, d'après le ministère de la Santé, c'est que nous avons à peu près 70% des cas positifs qui correspondraient à Omicron et 30% qui correspondraient à Delta. Donc le Omicron est en train de prendre le dessus sur le Delta, et c'est ce qu'on avait vu à peu près partout dans le monde, depuis l'Afrique du Sud jusqu'au Royaume-Uni, jusqu'aux États-Unis, jusqu'au Danemark. C'est cette tendance. La différence, c'est qu'avec eux, on peut voir au quotidien cette tendance, comment elle évolue et comment progressivement le Omicron prend le dessus sur le Delta. Et c'est ça ce qu'on souhaite. Moi, je le souhaite vraiment parce qu'il est maintenant confirmé que le Omicron est moins agressif, j'allais dire, que le Delta. Mais il ne faut pas que je sois mal interprété. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus de cas d'hospitalisation ou de cas graves ou de décès avec le Omicron. On en aura moins, mais on en aura encore. Donc il faut rester vigilant, bien évidemment. Oui, rester vigilant, on le rappellera jamais assez, mais il faut rester vigilant aussi, professeur Haikal, sur ces détections de cas Omicron. Est-ce que tous les tests sont séquencés? Est-ce qu'on est outillé aujourd'hui pour séquencer tous les tests qui sont effectués? Ou, selon les symptômes qui sont retrouvés chez les patients, on dit que celui-là présente plus de symptômes Delta que de symptômes Omicron? Alors, d'abord, je rejoins parfaitement et je confirme ce qu'a dit mon ami professeur Bentou. Je partage parfaitement son point de vue. Et il est extrêmement important de bien préciser que lorsqu'on parle, par exemple, d'une durée de 7 jours aujourd'hui d'isolement suffisante, la médecine n'est pas une science exacte, mais on fait beaucoup de probabilités les plus sûres possibles. On sait que dans la majorité des cas, au bout de 7 jours avec l'Omicron, on ne devrait pas être contagieux, et qu'on sait que la charge virale a baissé et ne devrait pas permettre à une personne d'être encore contagieuse donc pour les autres. C'est une moyenne. Il peut y avoir encore des gens qui peuvent être contagieux au 10e ou 11e jour, mais de façon générale, la majorité avec Omicron ne sont plus contagieux au bout donc du 7e jour, et c'est pour ça que les périodes d'isolement ont été raccourcies. Je vous rappelle qu'au début, on était à 14 jours, puis on est passé à 10, aujourd'hui 7. Donc ça, c'était un point que je voulais absolument préciser. Concernant le séquençage, pour savoir, moi je vois des patients tous les jours, et depuis, évidemment, comme vous l'imaginez, depuis 2 semaines, des dizaines et des dizaines tous les jours, et je peux vous dire que le seul moyen de savoir si c'est de l'Omicron ou du Delta, eh bien, c'est le séquençage. Dans les meilleurs pays du monde, et le champion du monde du séquençage, c'est le Danemark. Eh bien, même dans les champions du monde du séquençage, on séquence 20% donc des prélèvements. La majorité des pays européens font du 10%. Le Maroc, au début, lorsque l'État marocain a décidé de fermer les frontières pour empêcher l'Omicron de rentrer dans le pays, il a été décidé de séquencer tous les positifs au début parce qu'on avait 100, 120, 150 cas, et donc on pouvait se permettre de séquencer tous les sujets positifs. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de séquencer des milliers et des milliers donc de cas. Et si nous prenons 10% des échantillons, c'est largement suffisant pour avoir une tendance.
et je confirme ce qu'a dit le professeur Beddou, la tendance aujourd'hui est entre 70 à 75% des cas qui sont de l'Omicron. Nous, comment nous pouvons le savoir? Nous avons des grilles d'analyse, des échelles de mesure cliniques qui nous permettent de donner des orientations, évidemment. On ne peut pas être sûr à 100%, mais nous savons, par exemple, sur les patients que nous recevons, quelle est la probabilité que ça soit plus un Omicron qu'un Delta. D'abord, la première probabilité qu'à peu près 70-75% des cas devraient être des Omicrons en moyenne. Mais en plus, nous savons qu'une grande fatigabilité, par exemple, qu'une toux intense, qu'une transpiration donc nocturne, que le maintien du goût et de l'odorat sont des symptômes, sont des critères en faveur d'un Omicron. Alors que quand vous perdez le goût et l'odorat, quand vous avez surtout une fièvre, pas beaucoup donc de toux, pas de troubles donc digestifs, pas de vertige, eh bien c'est le plus souvent donc un delta. Mais évidemment, ce sont des orientations. La stratégie thérapeutique sur le protocole global ne change pas. Ce qui va changer, c'est des traitements symptomatiques. Est-ce qu'on va plus traiter des troubles digestifs, des troubles respiratoires, une fièvre, une céphalée? Est-ce qu'on va donner des corticoïdes ou non? Est-ce qu'on va donner des anticoagulants ou non? Est-ce qu'on va donner un certain nombre de produits? Mais la stratégie de base nationale du protocole ne change pas par rapport au Delta et à l'Omicron au moment où je vous parle. Très bien. Professeur Beddou, puisqu'on parle de symptômes, donc professeur Haikal en a cité quelques-uns, mais maintenant on commence à parler de nouveaux symptômes qui commencent à être détectés un peu partout dans le monde. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui au Maroc? Est-ce que vous en avez vu? À part la grosse fatigue, la fièvre, la toux, le nez qui coule, on parle dans certains cas, pas au Maroc, hein, je précise encore une fois, mais certains hématomes, on retrouve certains symptômes qui ne sont pas du tout, jusque-là, ont été relevés dans aucun des variants précédents, dont celui d'Omicron. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui au Maroc? Est-ce qu'il y a de nouveaux symptômes qui apparaissent? Je pense que mon ami professeur Haikal parlera mieux que moi, donnera une meilleure réponse que moi, mais je vais parler de manière, ce qu'on observe à travers le monde, c'est que globalement, les symptômes dans le cas de Omicron diffèrent par rapport à Delta. Lorsqu'on parle de symptômes, c'est qu'on parle des symptômes les plus fréquents. Mais comme vous avez dit, bien évidemment, il y a des symptômes qui sont isolés. Mais les symptômes les plus fréquents, c'est les symptômes dont on parle en général. Même lorsqu'on dit qu'il n'y a plus de perte d'odorat et de goût dans le cas des symptômes de Omicron, ce n'est pas pour tous les patients, hein. Ça veut dire qu'il y a un pourcentage moins important de patients qui présentent une perte de goût et d'odorat dans le cas de Omicron par rapport à Delta, mais ça ne veut pas dire que c'est 0%. Donc c'est vraiment nuancé. Et comme a bien dit professeur Haikal, mon ami professeur Haikal, c'est vraiment au cas par cas. Et c'est très difficile de, rien que par les symptômes cliniques, savoir si la personne présente un Delta, Omicron ou un autre variant. Vraiment, la meilleure façon, la façon la plus juste, c'est de séquencer. Mais bien évidemment, comme il a bien souligné professeur Haikal, de toute façon, après, il va falloir traiter les signes cliniques et c'est à cela que ça revient par la suite. Mais pour résumer par rapport à votre question, les symptômes peuvent être très variables, mais il y a quand même une tendance pour chacun des variants. Oui, alors je vais poser la même question du coup à professeur Haikal, puisque vous m'y avez orienté, n'est-ce pas, professeur Beddou? On parle d'affection de l'oreille interne. Certains parlent aussi d'autres troubles. Est-ce qu'aujourd'hui, Omicron peut également déclencher des troubles, notamment cérébraux? Professeur Haikal? Oui, si c'est à moi que vous adressez la question, absolument, oui. C'est très important que ce genre de questions soient traitées par les gens qui voient les patients sur le terrain et qui traitent donc les patients. Ça, c'est extrêmement important parce que vous savez, ou sinon, il y aurait une panoplie donc de symptômes. Moi, en tout cas, je pense que dans notre équipe, nous voyons pas mal de cas. On a observé des vertiges, oui. On a observé un certain nombre donc, de problèmes qui peuvent lier
qui va être lié à des troubles donc, de la vision, par exemple, c'est rare, mais on n'a pas observé des problèmes liés à l'oreille interne ou Confusion d'autres mentale? problèmes. Comment? Confusion mentale? Non, non, je n'ai observé aucun cas. On a vu des centaines de cas. On n'a observé aucun cas de confusion mentale. On a observé, comme je vous ai dit, les principaux symptômes qui sont décrits dans la littérature. On n'en a pas vu d'autres, ni avec le Delta, ni avec l'Omicron. Mais la majorité des symptômes qui sont décrits dans la littérature scientifique, nous les retrouvons dans le contexte marocain. Et ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de nouveaux symptômes qui peuvent exister, mais je crois que ce qui est important de retenir, c'est ce dont souffre la majorité donc, des patients que nous observons. Il peut y avoir évidemment des exceptions ou des situations donc, cliniques particulières et qui seront décrites dans la littérature scientifique, je suppose. Très bien. Alors, c'est très bien puisque tout à l'heure, vous avez évoqué cette question de possibilité, parce que vous avez dit que, bien sûr, la médecine n'est pas une science exacte, mais en tout cas, il y a beaucoup de probabilités. Quelle est la probabilité aujourd'hui qu'un Omicron fusionne avec un Delta? Professeur Heikel, je poserai la même question au professeur Badou après vous. Alors, je crois qu'il y a eu beaucoup d'excès. En tout cas, je rappelle, s'il vous plaît, qu'on définit un nouveau variant en fonction d'un certain nombre de critères et seule l'Organisation mondiale de la santé peut définir ce qui est un nouveau variant et lui donner une dénomination, une définition avec un certain nombre de critères. Mais il y a 3 critères principaux qui sont connus, qui est le degré de transmissibilité, le degré de virulence ou pathogénicité et le degré d'échappée immunitaire, qui sont les 3 principaux grands critères. Alors, évidemment, toutes les hypothèses, les plus sérieuses et les moins sérieuses peuvent exister. Est-ce que c'est une co-infection? Est-ce que c'est un recombinant? Est-ce que c'est tout simplement une contamination de laboratoire? Je crois qu'il ne faut pas non plus en faire un peu trop. Je crois que l'Organisation mondiale de la santé, jusqu'à présent, n'a pas défini de nouveaux variants, à part l'Omicron, qui a été défini donc, récemment. Donc, il y a des critères scientifiques qui sont connus, ou sinon, on va se retrouver, chacun des pays va se trouver un nouveau variant, ou chaque région dans un pays également son nouveau variant. Alors, je pose la question aux scientifiques et aux spécialistes des maladies infectieuses. Est-ce qu'il est possible que 2 variants d'un même virus, ne parlons même pas de Covid, est-ce qu'il est possible qu'ils fusionnent déjà? Comment ça qu'ils fusionnent? C'est-à-dire que 2 virus... 2 variants du même virus qui peuvent fusionner et donner naissance à un nouveau virus ou un nouveau variant, pardon. Écoutez, pour l'instant, d'un point de vue naturel, on n'a jamais observé encore une fois dans la littérature scientifique actuelle, on n'a pas observé donc de virus, de 2 virus ou de 2 variants donc d'un même virus qui ont créé un nouveau variant dans les virus à ARN. Maintenant, est-ce que scientifiquement, est-ce que c'est possible? Ce n'est pas quelque chose qui est impossible, mais on ne l'a pas observé jusqu'à date. Alors, je ne vois pas pourquoi est-ce que dans la Covid-19, on va observer un delta-micron ou un alpha-micron ou un alpha-delta, quoi. Donc, je crois qu'il faut... Ou un deltacron, comme ils l'ont appelé, en exactement, ou un deltacron. En tout cas, il n'y a pas de données scientifiques dans ce sens. Très bien. Réaction, professeur Badou? Oui, en fait, scientifiquement, plus les variants ou les virus se rapprochent génétiquement, plus ils auront la possibilité ou ils auraient la possibilité de recombiner. Parce qu'au fait, la recombinaison, recombiner, c'est-à-dire mixer leur matériel génétique de telle sorte à former un seul virus, qui est entre un seul virus hybride. OK. Entre les deux. Autrement dit, théoriquement, le virus Delta ou le variant Delta et le variant Omicron pourraient effectivement, s'ils infectent la même cellule, former une sorte de virus unique qui est formé qui est constitué de la combinaison des 2 virus. Ça, théoriquement, c'est possible. Oh. Alors, le laboratoire, je me suis vraiment bien penché sur cette question-là depuis que le laboratoire chypriote a rapporté la donnée.
il faut dire qu'il n'y a pas encore de données scientifiques pour confirmer que leur observation est vraie. C'est pour cela que je dis à chaque fois, et nous on le sait, les gens du laboratoire on le sait, il ne faut pas juste lire les résultats d'une expérience et crier victoire ou crier le contraire. Eureka. Voilà, il faut voir d'abord comment l'expérience a été réalisée et c'est ça ce que les scientifiques à travers le monde ont fait avec le laboratoire chypriote. Il semble qu'il s'agit de ce qu'on appelle nous une contamination, c'est-à-dire ils ont vu comme si c'est le virus, il y a eu formation d'un virus combiné entre les deux, entre le Omicron et le Delta, mais au fait ils avaient juste une contamination des matériaux génétiques, c'est-à-dire le Omicron ou le Delta, d'un autre patient qui a été mélangé avec l'autre patient. C'est la tendance scientifique actuelle. Donc, je pense que pour le moment, tous les scientifiques, enfin la majorité des scientifiques du monde se disent que ça doit être juste une erreur technique et qu'il n'y a pas un nouveau variant qui serait appelé, qui serait une recombinaison, une combinaison entre le Omicron et le Delta. Je pense qu'on va attendre les jours à venir, Oui. mais là, à ce moment-là, en attendant les jours à venir, oui, vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, il y a de nouveaux tests qui sont effectués en ce moment même. Mais une question toute simple. Oui. Est-ce qu'un variant tel que Omicron peut générer des variants plus dangereux? L'OMS a prévenu que c'était possible. Comment cela? Est-ce qu'aujourd'hui, ce virus qu'on décrit comme moins létal, moins dangereux, entre guillemets bien sûr, que le Delta, peut muter en quelque chose de plus dangereux? Mais regardez, c'est très logique parce que vous savez, on ne contrôle pas les mutations du virus. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, les virus, qu'est-ce qu'ils font? Ils mutent aléatoirement. Ils mutent aléatoirement. Donc, si jamais, enfin, il y a deux scénarios. Moi, pour simplifier la chose, je mets deux scénarios. Ou bien que ce virus qu'on vient d'avoir, c'est vraiment, entre guillemets, le vaccin naturel qu'on va avoir, c'est-à-dire moins de décès, moins d'hospitalisation, une propagation rapide. Il va éradiquer tous les autres variants, y compris le Delta qui est beaucoup moins virulent, beaucoup plus virulent, le Delta est beaucoup plus méchant. Il sera éradiqué par le Omicron. Et donc, c'est le scénario idéal. Et peut-être on verra à la fin de la pandémie 2022. Alternativement, on risque d'avoir, dans les pays notamment qui ont été moins vaccinés, peut-être ce même Omicron qui va se multiplier beaucoup plus rapidement. Et vous savez que lorsque le virus se multiplie et se réplique, il tend à générer de nouveaux variants. Et ça, on ne le contrôle pas parce que les mutations, c'est quelque chose d'aléatoire. Mais plus dangereux ou moins dangereuse, du coup? Personne ne peut savoir. On ne sait pas. Personne ne peut savoir. Mais ce qu'on probablement, philosophiquement, pas scientifiquement, philosophiquement, les gens disent que le virus, plus il se propage vite, moins il sera méchant. Donc, il sera moins méchant. Mais vous savez, c'est la science. Donc, tant qu'on n'a pas de preuves, on ne peut rien dire. Voilà. Très bien. Jafar Haïkel, bon, vous avez tout à l'heure parlé du Danemark comme champion du monde du séquençage. Et selon une étude danoise, bon, ça n'a rien à voir avec le séquençage, mais là, je vais parler de la vaccination et de l'immunité vaccinale. Alors, Omicron échapperait davantage à l'immunité vaccinale des scientifiques qui l'attestent et attestent que le variant Omicron serait 2,7 à 3,7 fois plus infectieux que le variant Delta chez les Danois vaccinés. Réaction? Oui, tout à fait. Écoutez, mais on observe également dans le contexte marocain, on est en train de finaliser une étude à ce sujet. Effectivement, les personnes qui sont vaccinées, nous allons sortir dans les 24 heures, vous allez le voir dans les médias marocains, vous verrez qu'on va montrer que l'immunité post-infection et l'immunité post-vaccinale, elle est relative évidemment avec l'Omicron. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vaccination va protéger, l'infection, elle protège, mais à un certain degré. Avec l'Omicron,
il y a moins de protection, nous perdons en termes de protection et nous avons un certain nombre donc, de personnes qui sont vaccinées, doublement vaccinées, voire triplement vaccinées et qui ont été infectées. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans les gens qui ont été vaccinés et avec la période d'Omicron, depuis qu'elle a commencé, il n'y a pas eu de cas beaucoup plus graves, ni de plus de décès, ni plus d'hospitalisation lorsque vous les comparez par rapport au Delta. Donc, oui, il y a une échappée immunitaire, c'est clair. Oui, il y a moins de protection post-infection, post-vaccinale, c'est clair, avec l'Omicron. Ce qu'on avait observé entre le Delta et l'Alpha, ça a été observé. On avait quand même un niveau de protection beaucoup plus élevé, mais aujourd'hui, avec l'Omicron, la protection est moindre. Elle est encore là, encore sur les formes graves. On a perdu malgré le booster. Professeur Badou, parce que ce que vous dites, je sais que vous êtes un fervent défenseur de la vaccination. Nous en tant que médias, c'est notre rôle aussi d'expliquer aux gens l'importance de la vaccination. Mais ce que vous dites là, c'est que si on est vacciné, on est plus, on pourrait plus avoir le virus que si on ne l'est pas. Non, c'est pas du tout ce que je dis. Au contraire, ce que je dis, c'est que la vaccination ne va empêcher la transmission. Pour vous mettre un exemple plus clair, c'est-à-dire quand on avait avant la vaccination, quand on était vacciné, eh bien on avait 70% donc de protection contre une transmission et 95% de protection contre des cas graves et l'hospitalisation. C'était l'époque alpha-delta. À l'époque Omicron, eh bien, la transmission, nous ne sommes pas protégés à 70%, on est protégés à 30%. Et pour les cas graves ou l'hospitalisation, on est protégé en 70 et 75%. Donc, on a perdu en protection, mais quand même, la vaccination reste utile pour les formes graves et pour l'hospitalisation et pour les décès. Ça veut dire qu'on est quand même protégé à 70%. Oui. Quand on est protégé à 70%, ça veut dire qu'on n'est pas protégé à 100%. C'est une évidence. Mais quand même, eh bien, la vaccination, les mesures barrières vont nous permettre quand même d'éviter des cas graves et des complications. Évidemment, tout ça dans le cadre de cet Omicron. Peut-être qu'avec de nouveaux variants qui vont arriver, il y aura d'autres types de réponses, peut-être une meilleure protection, voire une moins bonne protection. Ça, nous ne le savons pas au moment où je vous parle. Oui, est-ce qu'on a, donc on a des chiffres par rapport aux cas graves? Parce que le ministre de la Santé avait évoqué que la moitié des cas en réanimation n'étaient pas vaccinés aujourd'hui. Est-ce qu'on a des chiffres à tester? Parce que beaucoup de chiffres sont contestés partout ailleurs par rapport à cette question des cas graves. Parce que ce sont des sujets, vous le savez mieux que moi peut-être, professeur Heikel, qui sont méconnus, qui sont très mal interprétés par beaucoup et qui mènent à la mésinformation, à la désinformation. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il est clair, attesté scientifiquement, avec des chiffres qu'on peut vérifier, que effectivement les cas qui sont en réanimation, on a plus de chances de se retrouver en réanimation si la personne n'est pas vaccinée? Ben oui, clairement, je veux dire, et même dans le cas marocain, nous avions publié une première étude qui montre que la protection est de 85%, c'est-à-dire vous comparez les vaccinés et les non vaccinés, entre le risque de réanimation, il est quasiment 6 fois moins. Si on compare, un vacciné, il a 6 fois moins de risque d'aller en réanimation, en hospitalisation, par rapport qu'à un non vacciné. Et évidemment, et pas uniquement au Maroc, partout dans le monde. La vaccination n'est pas la réponse à tout. Ce n'est pas la panacée, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est un outil important au même titre, évidemment, que les autres traitements, au même titre que la prévention primaire. Et que les traitements aussi, que les traitements de... Bien sûr, évidemment. Et aujourd'hui, maintenant, le Maroc a un nouvel outil, un traitement oral antiviral également. Il y a beaucoup aujourd'hui d'outils. En cas de contamination, professeur Heikel, c'est un nouveau protocole. Oui, on a un nouveau antiviral. Oui. De quoi il s'agit? Qui aujourd'hui empêche les formes graves. C'est le molnupiravir qui maintenant est disponible au Maroc et qui empêche les formes graves et qui doit être donné à des personnes particulières, à des moments particuliers de la maladie. Et là aussi, ce n'est pas le traitement qui va tout résoudre. Il permet de réduire de 30 à 50% le risque grave ou l'hospitalisation, mais il ne répond pas
à toutes les situations. Donc, vaccination, traitement ancien, traitement nouveau, dépistage, mesures barrières, c'est un ensemble de mesures. Lutter contre la Covid-19, ce n'est pas une seule mesure, c'est plusieurs mesures ensemble et malgré ça, on n'aura pas toutes les réponses nécessaires. Très bien. Par rapport au molnupiravir, professeur Badou, il a créé certaines interrogations dans les semaines qui ont précédé, en tout cas, son adoption par le Maroc. Vous en dites quoi? Le molnupiravir est un médicament qui a été prescrit pour autre chose auparavant. Il s'agit d'un antiviral, c'est-à-dire que contrairement au vaccin, on ne va pas le donner en prévention, on va le donner comme traitement. L'avantage, c'est qu'on peut le prendre par voie orale, à condition que ça soit 5 jours, c'est-à-dire on ne dépasse pas 5 jours de l'apparition des symptômes. Et on le prend donc seulement 2 fois par jour pendant 5 jours. Et en principe, il inhibe la multiplication virale, et ça c'est le point fort de ce type de médicament qui a été développé par la boîte américaine Merck. Donc il inhibe la prolifération du virus et donc la personne en principe ne devrait plus être contaminante, et ça c'est important, donc elle ne devrait plus transmettre le virus. Oui. Et donc en fait, si on rajoute cela au vaccin et on rajoute cela aux mesures barrières, ça fait un plus. Maintenant, le côté négatif de molnupiravir, c'est que la société Merck, à mi-chemin, c'est-à-dire lorsqu'elle est en train de réaliser les essais cliniques, elle a atteint, donc elle avait donné un rapport à mi-chemin, elle a donné une efficacité de 50%. Oui. C'est-à-dire 50% uniquement des patients chez qui le médicament va prévenir d'aller à l'hôpital et de développer les formes graves. Mais par contre, malheureusement, à la fin de l'étude, la société a annoncé uniquement 30% d'efficacité. Et donc, c'est ça ce qui a gêné plusieurs pays. Il y a même des pays qui ont décidé de ne pas donc se munir de ce médicament-là. Bon, maintenant, mon avis, c'est que c'est bien de l'avoir, mais il faut quand même être conscient que ce n'est pas la solution miracle. Il n'est pas d'une efficacité extraordinaire. 30%, c'est le chiffre qui a été donné même par la compagnie Merck à la fin de l'étude, alors qu'elle avait donné 50% d'efficacité à mi-chemin de l'étude. Donc, il faut rester vigilant, et médecins et patients, pour ne pas se faire de faux espoirs, quoi, que c'est un médicament qui n'est pas d'une efficacité énorme, mais qui est là, il peut aider quand même certains patients lorsqu'il est pris tôt. Maintenant, il faut rester optimiste parce qu'il y a d'autres médicaments qui sont beaucoup plus efficaces. Il y a le Paxlovid de la société Pfizer, encore une société américaine, et qui est efficace entre 85 jusqu'à 89%. Ah oui. Mais il est beaucoup plus cher que celui-là. Ah oui, il est d'une efficacité énorme. Et la Food and Drug Administration aux États-Unis, l'agence du médicament et de l'alimentation a déjà donné le feu vert. Donc c'est un médicament qui est également maintenant autorisé aux États-Unis et qui est d'une efficacité beaucoup plus importante que le molnupiravir. J'espère qu'il sera qu'on le récupérera également au Maroc bientôt. L'essentiel, c'est que d'avoir un arsenal qui est assez important entre les mains des cliniciens pour pouvoir sortir de cette pandémie. Mesures barrières, bien sûr, on continuera avec les mesures barrières. Le vaccin, il faut continuer avec la vaccination et utiliser cette arme que nous avons entre les mains aujourd'hui, molnupiravir, tout en restant conscient que ce n'est pas le médicament miracle, mais il pourra aider pas mal de patients. Mesures barrières et vaccination. Professeur Badou, je vous ai posé, je crois, cette question, c'est la 3e ou 4e émission où ce sujet revient dans notre discussion, mais si vous permettez, allez-y, je vous laisse finir et je poserai quand même ma question sur la vaccination. Allez-y. Non, mais justement, je voulais parler par rapport à la vaccination parce que ça c'est un peu mon domaine parce que je suis immunologiste et vous avez parlé de la vaccination et comment
les virus vont échapper au vaccin? Est-ce que l'efficacité des vaccins n'est pas diminuée? Absolument. Je pense que ça, c'est une question très importante. J'ai juste envie de clarifier cette situation-là. Vous savez, presque tous les vaccins que nous avons entre les mains aujourd'hui sont faits contre la souche originale de Wuhan de 2019. Et donc, depuis ce temps-là, le virus est en train de changer, n'est-ce pas? On a eu le variant alpha, on a vu le bêta sud-africain, on a vu le delta, et on a vu le omicron qui a changé énormément. Et toujours, on a les vaccins qui ont été générés contre la souche initiale, c'est-à-dire la souche de Wuhan. Donc, c'est tout à fait normal qu'on a induit une réponse immunitaire, on a stimulé une réponse immunitaire contre la première souche de Wuhan, et maintenant nous avons des choses qui sont complètement différentes. Donc c'est tout à fait normal qu'à chaque fois l'efficacité des vaccins diminue avec le alpha, diminue un peu plus avec le bêta, un peu plus avec delta, et là encore mieux, encore plus avec le omicron. Maintenant, c'est tout à fait normal qu'on ait une diminution d'efficacité des vaccins. Mais est-ce que ces vaccins-là ne sont plus efficaces? Non. Heureusement qu'ils maintiennent une efficacité. Et moi, j'aime bien une étude sud-africaine qui a été menée. J'en ai pas vu mieux que cette étude, franchement. Pourquoi? Parce que c'est une étude qui a été faite sur le terrain, sur les patients. Elle englobe 411 000 patients au Sud-Afrique. Parce que la majorité des études, elles sont faites uniquement en prenant en considération les anticorps. Les gens parlent des anticorps. Est-ce qu'ils neutralisent? Est-ce qu'ils ne neutralisent pas? Le système immunitaire n'est pas fait uniquement d'anticorps. Le système immunitaire fait d'un axe qui est les anticorps, mais il y a plein d'autres axes. Les anticorps sont les plus faciles à mesurer. C'est pour cela qu'on regarde les anticorps, qu'on évalue l'efficacité des anticorps. Mais notre système immunitaire, notre réponse immunitaire est construite de lymphocytes, les cellules B, les cellules T. Ce sont les cellules B qui produisent ces anticorps. Et lorsqu'on prend 2 doses, les cellules B mémoire restent dans notre corps. Pour qu'une fois qu'ils revoient le même virus, ils vont, entre guillemets, cracher, sécréter une tonne d'anticorps. Jusqu'à quand? Pourquoi? Depuis la prise, depuis la deuxième prise. Pour il reste tout le temps là. Il reste là. Mais alors pourquoi une troisième dose? Ça, c'est une autre question. Mais parce que là, il y a 2 choses. Il y a le volet système mémoire, cellule mémoire T et cellule B mémoire. Ils sont là dans notre corps, après 2 doses. Maintenant, ce que les gens veulent, ils veulent que le niveau d'anticorps reste tout le temps élevé. Et notre corps ne sait pas. Enfin, je ne sais pas qui, mais il y a des gens qui... lorsque le niveau d'anticorps reste élevé dans notre corps, ça veut dire que notre corps reste alerté. Comment le système immunitaire fonctionne? Il augmente le niveau d'anticorps lorsqu'il y a un danger, c'est-à-dire lorsqu'il y a le virus. Oui. Et lorsque le virus n'est plus là ou le vaccin n'est plus là, le niveau d'anticorps baisse. C'est normal. Il n'y a plus de danger. Et il garde la mémoire. Aussitôt qu'il revoit ou qu'il est exposé au virus, il resécrète des anticorps. Si l'on veut que ce niveau d'anticorps reste très élevé, on est obligé de rebooster à chaque fois. Très bien. C'est ça ce qu'on fait. D'où le besoin d'un booster. Voilà, on fait un booster pour garder un niveau d'anticorps élevé. Pourquoi? Parce que ces anticorps, lorsqu'ils sont très élevés, ils éliminent même la première infection. Très bien. Est-ce que, alors, du coup, est-ce qu'il faut prévoir aussi d'autres boosters? Un peu comme, est-ce qu'il faut prévoir d'autres boosters après la 3e dose? Il faudrait peut-être envisager aussi d'autres boosters après la 3e dose. Franchement, franchement, c'est difficile à dire, mais franchement, le système immunitaire fonctionne comme ça. Et l'étude dont j'allais parler, c'est une étude sud-africaine qui ont pris des personnes qui ont eu uniquement 2 doses de Pfizer. Et même avec le Omicron, ils ont trouvé qu'il y a 70% d'efficacité encore des 2 doses du vaccin contre l'hospitalisation et contre les formes graves. Donc, il y a une diminution de l'efficacité contre l'infection. Les gens peuvent encore s'infecter, comme ce qu'on a avec les virus de l'influenza ou la grippe, mais ça empêche les formes graves parce que nous avons encore les cellules mémoire T, nous avons encore les cellules mémoire B, et ça c'est la meilleure, pour moi, démonstration que les cellules mémoire T et B font leur travail, font leur job. Maintenant, les gens qui veulent vraiment
diminuer cette charge virale. Ils peuvent prendre des boosters, mais on sera obligé d'en prendre et d'en prendre et d'en prendre pour garder ce niveau d'anticorps très élevé, parce que notre corps est fait comme ça. Il produit des anticorps. Dès qu'il n'y a plus de danger, il va baisser ses anticorps. C'est le système immunitaire, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et si on parlait de vagues, est-ce qu'on peut parler de fin? Tout à l'heure, vous avez dit fin de... Enfin, j'ai capté, ça m'a marqué, vous avez évoqué le mot, enfin l'expression fin de pandémie, le rêve. Est-ce une utopie? Est-ce que c'est la dernière vague? Est-ce qu'on va en finir? On pourrait en finir cette année? Je sais que la question, elle est un peu délicate pour y répondre, mais vous, en tant que scientifique et selon votre expérience avec les épidémies et avec ce genre de virus, est-ce qu'on peut s'attendre à la fin de cette pandémie? Bientôt. Écoutez, il faut bien qu'elle se termine un jour, cette pandémie. Hein. Et en fait, c'est comme ça que c'est l'un des scénarios de fin de pandémie. C'est que le virus, à un moment, il se propage vite, mais il ne devient plus pandémique, mais plutôt endémique, c'est-à-dire qu'il vit avec nous et il devient un virus beaucoup moins méchant. Et c'est ce qu'on voit presque aujourd'hui. Espérant qu'il va encore subir d'autres mutations qui vont l'affaiblir davantage. Mais moi, franchement, je suis assez optimiste avec ce scénario-là. Bien évidemment, je ne peux pas être sûr parce que je dois observer ce qui va se passer. Et je suis scientifique, donc je suis obligé de rester vigilant jusqu'à ce que ça se... Mais franchement, c'est un scénario qui est très plausible. Et comme j'ai dit au départ, il faut bien que cette pandémie se termine. Maintenant, l'une des façons, c'est celle-ci, c'est-à-dire que un virus qui se propage très vite, le plus beau, c'est que lorsque on est infecté par le Omicron, on génère une réponse immunitaire qui est efficace même contre le Delta. Alors que lorsqu'on est infecté par le Delta, la réponse immunitaire, c'est-à-dire l'armement ou les armes immunitaires qu'on génère avec le Delta ne sont pas efficaces contre le Omicron. Donc le Omicron vraiment confère un certain nombre d'avantages qui fait qu'il vraiment il évoque une éventuelle fin de pandémie. Et moi, je suis optimiste, mais je ne peux pas l'affirmer à 100%. Mais je suis assez optimiste. Nous allons certainement revenir à ce sujet avec vous. En tout cas, j'ai beaucoup appris en votre compagnie aujourd'hui. Il y a beaucoup d'informations qui ont été partagées avec vous, mais aussi avec professeur Haikal, que je remercie. Merci beaucoup, professeur Baddou, d'avoir été avec nous. Avec plaisir, merci. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Merci. Voilà, donc j'espère que nous avons pu répondre à beaucoup de vos questions ce soir relatives à cette vague Omicron qui déferle sur le Maroc. Bien sûr, sur Médiane TV, nous continuerons de suivre l'évolution de la maladie, mais pas que, de tous les sujets d'actualité, notamment dans Questions d'actu. Alors, merci de nous rester fidèles. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée.